Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Axel Brémond-Bellini qui enseigne actuellement l'histoire ancienne à l'université Toulouse 2 et qui termine une thèse portant sur le pré-dynastique. Elle est également membre de la mission d'études de l'art rupestre égyptien de l'université de Yale. Bonjour Axel. Bonjour. Avant de répondre aux questions qui ont été posées, pourriez-vous présenter votre parcours en quelques mots? Moi je suis issue d'une licence et d'un master d'archéologie orientée sur l'égyptologie à Paris-Sorbonne, où j'ai fait en fait toute ma scolarité jusqu'à la thèse aujourd'hui. Je suis actuellement en 4e année espérons la dernière, de ma thèse qui porte donc, comme tu l'as dit, sur le pré-dynastique. Et en parallèle, j'ai également passé l'agrégation d'histoire-géographie à la suite de mon master, ce qui fait que j'enseigne depuis le début de ma thèse. J'ai enseigné 3 ans à la Sorbonne et désormais, toute cette année, j'ai enseigné à l'université Toulouse-Jean Jaurès l'histoire ancienne, donc dans un département d'histoire et avec des cours qui portent pas seulement sur l'Égypte, qui portent d'ailleurs peu sur l'Égypte, et surtout sur actuellement la Grèce antique. Du coup, ta thèse porte sur le pré-dynastique et qui est une période que peu de monde connaît. Est-ce que tu pourrais juste, en quelques mots, dire ce qu'est le pré-dynastique? Alors, le pré-dynastique, ce que veut dire ce mot, ça veut dire tout ce qui se situe avant le début de l'histoire égyptienne, avant la première dynastie, qu'on situe donc son début aux alentours de 3100 avant Jésus-Christ. Donc, en fait, ça pourrait remonter jusqu'au paléolithique, techniquement. En réalité, quand on dit pré-dynastique, en général, on cible essentiellement la culture dite de Nagada, qui couvre à peu près tout le 4e millénaire, et qui se situe essentiellement en Haute-Égypte, donc à partir de la latitude, enfin après le delta du Nil, tout le sud du delta du Nil, et en particulier pour la période qui nous intéresse, dans la région aux alentours de Luxor jusqu'à un petit peu au nord d'Assouan, et au nord on peut remonter jusqu'à Abydos, et un petit peu plus haut. Et dans le delta, on connaît également une autre culture prédynastique, qui n'est pas celle sur laquelle je travaille, qui s'appelle le complexe de Mahdi Bouto. Voilà, donc ce sont plusieurs cultures. L'Égypte à cette époque-là n'est pas unifiée, encore moins politiquement, mais même au niveau culturel, et ça va se faire progressivement au cours du 4e millénaire. Et puis encore avant, il y a une autre culture qui s'appelle la culture de Badari, qui elle compte aussi parmi le pré-dynastique, et qui est une culture qui est l'une des premières cultures néolithiques d'Égypte. C'est-à-dire c'est à partir de la culture de Badari que réellement les gens commencent à ne plus chasser pour leur subsistance et à être des agriculteurs et des pasteurs à temps plein. Alors, du coup, on va passer aux questions et on a Jennifer. Pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, Jennifer a beaucoup de questions à poser et qui posait la question des frontières en Égypte antique. Et elle demande, est-ce qu'il y a des frontières qui seraient réglées par le droit, cartographiées, qui laissaient place à des traités avec les autres peuples frontaliers, ou y avait-il seulement des limites? Et sa question suivante, je ne sais pas si on fait ça en 2 temps ou pas, et y avait-il donc un droit international? Alors, sur la question du droit, pour la période dynastique, disons classique, il n'y a pas vraiment de texte qui puisse s'apparenter à des codes de loi, ou si on pense à des choses comme par exemple le code d'Hammurabi en Mésopotamie, ça, il n'y a pas ce genre de choses en Égypte. Et pour ce qui est de la cartographie, c'est pareil, alors il y en a peut-être, hein, mais on ne connaît pas de cartes pour l'Égypte. En fait, je ne devrais pas dire on n'en connaît pas, on en connaît quelques-unes, des cartes ou des plans. On sait que les Égyptiens savaient en faire, puisqu'on en a retrouvé, là j'en ai au moins 2 en tête. Il y a une carte des mines du Wadi Hammamat qui est très connue, qui est un papyrus qui, si je me souviens bien, est conservé à Turin. Et on connaît également un plan sur ostracone, donc sur morceaux de pierre, qui a été réalisé pour la tombe d'un des Ramsès dans la vallée des rois. Donc on sait qu'ils savent en faire, simplement, à notre connaissance actuellement, il n'y a pas de carte de l'Égypte qui dessinerait les frontières. Il faut bien voir que la notion de frontière telle qu'on l'utilise aujourd'hui, elle se réfère à un concept qui est très moderne, qui est celui de l'État-nation, qui considère que ses frontières sont bien bornées et que ici c'est chez moi et ailleurs c'est chez les autres. Ça, c'est un concept qui est anachronique pour l'ensemble de l'histoire ancienne et même jusqu'à récemment, en fait, jusqu'à l'histoire moderne. Donc, c'est pas bizarre qu'on trouve pas ce genre de choses en Égypte ancienne. Et la dernière chose qu'il faut évoquer, c'est que ce concept, il est particulièrement anachronique pour l'Égypte ancienne parce que bon, alors,
tous les pays, tous les États anciens ont des zones frontalières qui sont plus larges qu'une frontière nette. C'est déjà le cas aujourd'hui, en fait, il y a plein d'États où, bon, en fait, la frontière, elle fluctue un petit peu, on ne sait pas exactement où elle passe, et c'est encore plus le cas dans l'Antiquité, et c'est encore plus le cas dans un pays qui est largement bordé par des déserts, et qui donc, en fait, où est-ce que se situe la frontière entre l'Égypte et chez les autres quand on a des kilomètres de désert vide en plein milieu, quoi. Ceci dit, même s'il n'y a pas vraiment de cartographie rigoureuse de où se situeraient les frontières ou de droit qui en codifie l'existence, les Égyptiens ont pour autant une idée relativement nette de où c'est que c'est chez nous et où c'est que c'est chez les autres. Donc ça, on en a quand même un certain nombre d'attestations au niveau archéologique en particulier. Si on regarde les zones frontières de l'Égypte, alors donc l'Égypte, elle se dessine essentiellement sur la vallée du Nil. La frontière au nord, il n'y a pas besoin de la marquer puisque c'est la Méditerranée. La frontière à l'est, il n'y a pas trop besoin de la marquer puisque c'est la mer Rouge. Le seul endroit où on va la marquer, c'est la péninsule du Sinaï qui monte ensuite vers le Levant, la Syrie, la Palestine. Et puis, à l'ouest, on a la Grande Mer de Sable qui dessine une zone frontière naturelle. On va voir qu'il y a quand même des endroits où on marque la frontière, mais on n'a pas besoin de la marquer sur toute la longueur parce que ce serait inutile, c'est des centaines et des centaines de kilomètres de désert où il n'y a quasiment personne. Et finalement, l'une des frontières qui est la plus marquée, en fait, c'est celle au sud, puisque au sud, le Nil continue vers ce qui est aujourd'hui le Soudan, puis encore plus loin, l'Éthiopie, etc. Et donc, c'est vraiment là qu'il y a une population, là et au Sinaï, qu'il y a une population qui est susceptible de franchir la frontière, et donc à qui il faut signifier que, attention, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de passer. Donc dans le Sinaï, par exemple, on sait que depuis la période proto-dynastique, justement, depuis les premiers rois a priori clairement attestés, qui font à peu près consensus de ce qu'on appelle la dynastie 0, c'est-à-dire les premiers rois avant la réelle unification de l'Égypte, et on a retrouvé récemment, c'est d'ailleurs un professeur de l'université de la Sorbonne qui les a trouvés il y a quelques années, des bas-reliefs. Bon, si on dit bas-relief, ça donne tout de suite l'impression que c'est fait de manière beaucoup plus esthétique que ce n'est le cas. En réalité, c'est plutôt des gravures piquetées qui ont été réalisées donc par ce roi et par une série de successeurs notamment de la première dynastie dans un wadi du Sinaï qui s'appelle le wadi Amera. On connaît également, juste pas très loin à côté et pour les périodes immédiatement postérieures, une série de bas-reliefs pour le coup un petit peu plus... un petit peu plus, enfin ils sont tous officiels, mais un petit peu plus cadrés, un petit peu plus rigoureux dans l'utilisation des règles standards de l'art égyptien, qui se situe donc au Wadi Marara et qui, de la 4e à la 6e dynastie, montre, en fait c'est toujours la même iconographie, c'est le roi en train d'attraper par les cheveux un captif ou un rebelle ou un ennemi, de manière générale, et de lui fracasser la tête avec une massue. Donc le message est clair, faut pas passer par là parce que à partir de maintenant, c'est bon, c'est chez les Égyptiens, c'est un territoire contrôlé par le roi d'Égypte. Donc même si c'est pas forcément fait pour être une borne frontière, puisqu'il y a d'autres interprétations possibles, il y a même des gens qui pensent que c'est une commémoration d'un événement précis, il y a eu une bataille à tel moment et donc on la commémore à tel moment. En tout cas, l'effet est le même, c'est-à-dire que dans cette zone-là, il y a tout un nombre de diverses représentations monumentales qui montrent que le roi attaque les pays étrangers, les peuples qui vivent dans cette zone-là, et donc protège sa zone frontalière. Donc ça c'est pour le Sinaï. Et puis dans le sud, pour la Nubie, on connaît aussi un certain nombre de marquages de la frontière qui, eux, sont, en tout cas pour les témoins qu'on en a, sont un petit peu plus récents que ce que je viens d'évoquer. On peut penser surtout à la série de forteresses qui sont érigées à la 12e dynastie. Donc nous, on interprète ça comme une façon de marquer la frontière, mais il faut bien voir qu'en réalité, c'est plutôt des postes avancés. Donc en fait, c'est plutôt des endroits pour stocker des garnisons dans le but d'aller conquérir au-delà de la frontière. C'est pas une façon de marquer une frontière établie, c'est une façon de s'avancer progressivement dans le territoire pour voir jusqu'où on peut aller. Ceci dit, sur l'un de ces forts, donc le fort de Mirgissa, qui est un des mieux connus, on a retrouvé un dépôt qu'on interprète comme un dépôt rituel. Alors c'est facile en archéologie, on dit rituel quand on ne sait pas trop ce que c'est, mais là, pour le coup, c'est clairement
assez précisément rituel, qui contient ce qu'on appelle des textes d'exécration. Les textes d'exécration, c'est des textes qui disent à quel point les autres peuples sont, et les ennemis en particulier, enfin les autres peuples quand ils cherchent à se rebeller, sont méchants et horribles et inhumains et n'ont pas le droit de vivre et doivent être tués s'ils cherchent à se rebeller contre le roi. Donc là, c'est pareil, c'est pas une frontière à proprement parler, mais à cet endroit qui commence à marquer un espace liminal où on ne sait plus très bien si on est chez nous ou si on est chez les autres, eh ben, il y a ce dépôt qui est enfoui, qui n'est pas visible, mais qui montre qu'on essaye finalement de marquer une zone qui est, où on a besoin d'expliquer que les Nubiens n'ont pas vraiment le droit en tout cas, n'ont pas le droit de se rebeller. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, ces textes ne disent les Nubiens n'ont pas le droit de passer la frontière, par exemple. Donc c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas une façon d'instituer une limite précise, c'est plutôt une façon d'instituer une limite mentale plutôt que géographique entre les autres, de préférence quand ils sont désagréables avec nous, et nous les Égyptiens. Et du coup, sur la frontière, sur la zone frontalière ouest, c'est-à-dire sur ce qui mènerait à la Libye, mais qui est quand même séparé de la Libye par une mer de sable gigantesque, on a un certain nombre de vestiges archéologiques qui ont été interprétés comme de possibles postes de police d'une façon, pour patrouiller, alors évidemment pas le désert entier, mais les zones qui risquent d'être fréquentées sur le désert, de manière à en contrôler les accès. On sait que ça existe à l'époque romaine, la question c'est est-ce que ça existe à l'époque dynastique? Alors l'oasis de Dakhla, qui se trouve donc, qui est un des derniers, une des dernières zones de circulation qui fait vraiment partie du territoire égyptien, eh bien, il y a un petit avant-poste qui a été appelé la Nephthys Hill, qui a été comprise effectivement comme un poste de police de l'Ancien Empire. Bon, alors évidemment, c'est une interprétation archéologique, ça pourrait être autre chose, mais ça semble le plus probable à cet emplacement-là. Et on connaît aussi l'existence d'un groupe qui s'appelle en égyptien les Medjay, ceux qui ont regardé, c'est dans le Retour de la momie, je crois, connaîtront ce mot. Alors, au-delà de l'interprétation qu'en fait le Retour de la momie, qui n'est pas la bonne, dans tous les cas, ce mot-là, il a posé questions et problèmes pendant très longtemps aux égyptologues, et ça continue à être un petit peu le cas, même si aujourd'hui il y a globalement un consensus. Pendant longtemps, on a cru que c'était une désignation purement ethnique. C'était une population qui était des personnes venant d'un autre endroit ou appartenant à un autre peuple. Aujourd'hui, on considère que, a priori, ce sont plutôt ce qu'on appelle parfois en anglais des rangers, vraiment des scouts du désert, des milices du désert. En fait, ils ont quand même une origine ethnique différente, apparemment, puisque ce sont a priori des mercenaires d'origine nubienne, donc qui viennent du sud, mais qui sont installés en Égypte, payés, si on veut, par l'État égyptien. Simplement, ils auraient comme spécialité d'être effectivement une police qui patrouille plus particulièrement les zones désertiques. Et ça, on le sait par divers documents, mais en particulier un document assez important qui a été découvert là encore il y a peu de temps, il n'y a même pas 20 ans, à l'oasis de Kourkour, qui se trouve actuellement à la frontière soudanaise, c'est vraiment très très au sud ouest de l'Égypte, et cette stèle qui date du règne de Toutankhamon, eh bien, nous indique que les Medjay en fait se plaignent parce qu'ils doivent faire des patrouilles dans une zone qu'ils estiment trop large pour pouvoir la couvrir correctement et pour que ce soit agréable pour eux. Ça atteste clairement que ces mercenaires nubiens, ils étaient envoyés pour patrouiller dans le désert. Maintenant, on ne peut pas savoir exactement s'ils sont envoyés simplement pour empêcher les agressions extérieures ou pour empêcher que des personnes passent la frontière qui n'ont rien à faire sur le territoire égyptien, par exemple des contrebandiers, des trafiquants ou même simplement des gens dont on n'a pas envie qu'ils viennent s'installer en Égypte. Donc Axel, est-ce que tu as écrit des articles dont tu aimerais parler? Sur cette question spécifiquement des frontières, par exemple, pas exactement. Néanmoins, il y a quelque chose qui pourrait un peu s'en rapprocher. En fait, ma thèse porte sur l'iconographie des animaux. Et donc, à ce titre, j'ai été amenée à m'intéresser beaucoup aux animaux et aussi à la façon dont les Égyptiens pensent les animaux. Et en parallèle, je me suis aussi beaucoup intéressée à la question de la façon dont les Égyptiens pensent le désert, puisque c'est finalement ma spécialité, l'art rupestre. Quand on fait des dessins sur des cailloux, on les fait dans le désert, on les fait pas en plein milieu des villes ou des champs.
Et du coup, j'ai publié il y a quelques années déjà un article intitulé un peu de manière provocatrice Into the Wild, qui cherchait finalement à délimiter la façon dont les Égyptiens pensent justement ces lieux un peu liminaux, un peu frontières, un peu transitionnels entre chez eux et les autres, et en particulier le désert, puisque l'habitude en égyptologie, c'est de considérer que ces lieux sont le siège du chaos, on a peur d'aller dans le désert, que c'est plein d'esprits et d'animaux fantastiques bizarres dont on ne sait pas s'ils sont dangereux, qu'il peut, en plus, voilà, on peut mourir de soif, etc. Donc tout ça, ça rendrait le désert un endroit extrêmement peu attractif et dangereux, voire craint. Alors qu'en réalité, le nombre d'allusions à ces dangers du désert dans les textes égyptiens ou dans les représentations, il est extrêmement mince en réalité. Les Égyptiens, ils ne sont pas en train de dire le désert c'est nul, on n'a pas envie d'y aller, il fait chaud et on a soif. En fait, les Égyptiens passent, enfin, pas tous évidemment, il y a plein de gens qui restent dans la vallée, mais ceux qui vont dans le désert ont l'habitude d'y aller, connaissent les lieux, savent que le conçoivent comme un endroit qui est plein de richesses, notamment des richesses minières qu'on peut exploiter, et n'ont pas nécessairement l'idée que c'est des lieux dangereux ou terrifiants en fait. Merci beaucoup Axel. Est-ce que, en mot de la fin, tu pourrais donner des conseils pour ceux qui veulent rentrer en égyptologie, si tu en as? Wow. D'abord, c'est très bien de s'intéresser à l'égyptologie et ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que c'est un parcours complexe et malheureusement, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser pour autant. Et moi, ma philosophie, ça a toujours été, pour moi ou pour les autres, de dire faites ce que vous aimez tant que vous le pouvez, et puis si à un moment vous ne pouvez plus, bifurquez vers autre chose. Laissez toujours une autre porte ouverte, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser à faire de l'égyptologie en plus d'autres choses. L'Égypte ancienne, c'est une c'est une histoire très très longue, de près de 4000 ans, avec beaucoup de sources différentes. Il y a des images, il y a des textes, il y a des statues, il y a des vestiges archéologiques. Ce qui est important, c'est de se couper d'aucun d'entre eux. C'est de pas partir avec des œillères dès le début en se disant ah ouais non moi ce qui m'intéresse c'est que les hiéroglyphes ou ah non moi ce qui m'intéresse c'est que les images ou les statues. En fait non, tout est important et c'est déjà une culture dans laquelle on a perdu tellement de choses par les hasards du temps qu'on ne peut pas se permettre de se couper complètement d'un type de source en se disant « Ah non, moi, le texte, je m'en fous. Ah non, moi, l'archéologie, ça m'intéresse pas. » Voilà, c'est important d'essayer de faire de tout et de toucher à tout. Et c'est peut-être ça, finalement, quand on fait de tout, d'ailleurs, pas seulement de l'égyptologie, de l'histoire de manière générale, c'est l'important, c'est la curiosité. C'est d'aller voir un peu tout ce qui se fait, aussi ce qui se fait en dehors de sa propre spécialité. Donc voilà, si vous voulez faire de l'égyptologie, soyez curieux et allez grappiller du savoir partout, parce que finalement, c'est ça le plus important. Merci à tous pour avoir suivi ce deuxième épisode et on vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle intervenante. Prenez soin de vous et à bientôt.